Et puis, bah, aujourd'hui, c'est Michel Kiffer, donc de l'Université de Nanterre, là, qui va nous faire un exposé sur des solutions très intéressantes concernant les économies dans les transports. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer, Michel, t'es Oui, d'accord? pas de problème. Bon, un petit CV rapide, une présentation de Michel Kiffer. Donc, il a été cofondateur d'une société de conception et de production de machines industrielles. Il a également été chargé de cours dans différentes universités et écoles. Il est cofondateur, président de d'une société de conception aéronautique. Et puis en ce moment, aujourd'hui, tu me diras, tu pourras compléter comme tu le souhaites, hein, Michel. Aujourd'hui, il est maître de conférences associé à l'Université de Paris-Nanterre et chargé de la spécialisation aéronautique, transport et énergétique du cursus Master Ingénierie. Et on a eu le plaisir d'assister à une de ses présentations lors du colloque que Gérard Laruelle avait organisé au nom du groupe Île-de-France le 18 janvier dernier au Musée de l'Air et de l'Espace. Voilà. On était très impressionnés par sa présentation et donc c'est pour cette raison-là qu'on l'a invité à participer à nos conférences en visiophonie. Voilà. Très bien. Eh bien, bon, je suis très heureux d'avoir l'occasion de présenter nos quelques sujets de réflexion. Alors, je viens de la société HKW Aero, qui était une jeune entreprise innovante, donc pour son activité de recherche, hein, donc statut délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que par l'administration fiscale. Voilà, alors j'ai commencé par mon exposé et aujourd'hui je suis à plein temps, hein, donc enseignant-chercheur associé, un peu par hasard, et puis pour mon plus grand bonheur, à l'Université de Paris-Nanterre, dans le cadre du cursus Master Ingénierie euh, aéronautique, transport et énergétique. C'est une formation qui a débuté il y a 6 ans et qui commence à bien tourner. Ok. Alors, l'exposé va se comporter en fait, de quatre parties, hein. La première partie, c'est les clés pour explorer, pour imaginer des solutions plus économiques dans le domaine des avions de transport, d'une part, mais aussi des voitures. Et on va aussi parler, mais très succinctement, des trains. Euh, la deuxième partie, ce sera vraiment l'exploration. La troisième partie, ce sera une courte vidéo sur ce que font nos étudiants, hein, nos aéronefs. Et la dernière partie, ben, c'est la quatrième partie, donc ce seront les questions-réponses. Voilà. Alors, nous allons tout d'abord parler de modèle de dimensionnement des avions, quelques définitions, quelques fonctions, la capacité du modèle proposé. Et on va faire une petite digression vers le rendement propulsif. On va parler, mais vraiment en quelques instants, des voitures et des bateaux, parce que les systèmes de dimensionnement aéronautique arrivent à s'adapter aux voitures et aux bateaux. C'est ce que nous avons réalisé, et ainsi que la conclusion de cette première partie. Alors, modèle de dimensionnement avion est basé sur plusieurs itérations différentes et combinées. La charge utile et les dimensions associées sont constantes. Donc, en gros, c'est le fuselage et ce qu'embarque le fuselage, hein, passager ou fret, hein, peu importe. Plus précisément, les données d'entrée sont soit issues du manuel de vol de l'avion, lorsqu'on en dispose, soit calculées puis affinées par simulation à l'aide d'un modèle de dimensionnement tel qu'on va le voir. Alors là, c'est la page un peu difficile. Les données d'entrée, c'est grosso modo le cahier des charges dans lequel on va retrouver la qualité massique de l'avion planeur sans les moteurs. Donc c'est la masse à vide moins la masse des moteurs divisée par la masse au décollage, l'altitude de vol, le maxi range, la vitesse de croisière, la masse utile, le coefficient équivalent plate-plane, l'équivalent du CX0, donc c'est la traînée parasite. La VSO, vitesse minimale de sustentation, le CZ max, tout sorti, volet, bec, etc., coefficient de portance max. Les surfaces mouillées non portantes, donc ça va être le fuselage principalement. La surface de recouvrement aile fuselage, donc c'est la partie d'aile comprise dans le fuselage. L'allongement de l'aile, le coefficient d'Oswald qui traduit la qualité de la portance, le RHI ou le rendement d'hélice ou de fan installé, la masse spécifique du moteur et la consommation spécifique du moteur. Donc, ce sont les données d'entrée. Alors, très souvent, on n'en dispose pas. Donc, on verra comment on peut les reconstituer très rapidement.
Et le dimensionnement nous donne, alors on voit bien sur le dessin, il y a la partie constante et la partie variable, ça va être la surface à l'air, la puissance des moteurs, la masse de carburant, etc. Et en termes de résultats, on aura la qualité massique, pas planeur, qualité massique tout court, donc masse à vide divisé par masse au décollage, le taux de charge des moteurs, la masse des moteurs, le temps de vol, la masse de carburant, la masse au décollage ou MTOW, la masse à vide, la surface à l'air, la surface des empennages, la surface mouillée totale, la puissance en croisière et la puissance installée. Alors, ce modèle prend en compte la variation de la masse de carburant au fil du vol et son impact sur la traînée induite par la portance. Pratiquement, au début de vol, bah, c'est plus lourd, hein, donc il y a plus d'incidence, donc la traînée induite par la portance est plus élevée, ça freine plus. Toujours en vol en palier, et en fin de vol, c'est beaucoup plus léger, donc la TIPP, traînée induite par la portance, sera sensiblement réduite. Alors, en variante, ce modèle de dimensionnement prend en compte l'augmentation de l'altitude au fil du vol. Pratiquement, la vitesse de maxi range diminue au fil de l'allègement de l'avion. D'où l'intérêt de grimper en vue de compenser ceci par une recherche d'une masse volumique de l'air plus réduite. Alors la question, c'est comment valider cette méthode de dimensionnement des avions? Alors, vous allez voir trois méthodes. Alors, la première solution, c'est on va prendre les données d'entrée d'un avion que l'on connaît. Alors, j'ai pu profiter du manuel de vol du Boeing 777-200 et on va dimensionner l'avion. Et il faut que l'avion dimensionné débouche sur l'avion réel pour arriver à la même chose. La deuxième méthode de vérification, c'est le calcul dans l'autre sens. Donc, le temps de vol et la distance franchissable doivent correspondre aux données d'entrée de la méthode de dimensionnement telle qu'on l'a vu page précédente, toujours en prenant en compte la variation de la masse de carburant au fil du vol. La troisième méthode, c'est la formule de Breguet-Leduc, mais qui va aboutir à des résultats forcément un peu différents parce que le vol est supposé toujours être réalisé à la vitesse de finesse max. Alors voici la comparaison des résultats. En bleu clair, on a le Boeing 777 réel, donc distance franchissable, masse de carburant, etc. La première ligne en jaune, c'est la méthode de dimensionnement. On voit que les écarts tendent vers zéro, donc on est arrivé à reconstituer l'avion réel quasiment exactement. Le calcul à l'envers, on a un écart qui est de l'ordre, qui est inférieur à 2%, donc on peut considérer que c'est bon. Et enfin la formule de Breguet-Leduc débouche sur une distance franchissable à peu près 10% supérieure, ce qui est tout à fait logique, parce que les vitesses la formule de Breguet-Leduc prend donc un vol en réalisant en permanence à la vitesse de finesse max. Donc cet écart est normal. Alors, en guise de constatation, on peut voir que ces méthodes de vérification valident la méthode de dimensionnement que nous avons vue au début. Alors, en parallèle, on a constitué une bibliothèque de données d'avions type, avec tout type d'avions, hein, des plus gros aux plus petits. Hein, donc le 777-200 Long Range, l'A320, l'A400M, la TR-42, le Beechcraft 1900D, le Beechcraft 200, les Vector Outback, le Cessna Sky Courier, et puis toute une série d'avions légers. Alors, en conclusion de ce chapitre, la méthode est validée. Et cette méthode ouvre la porte à d'autres modélisations que nous allons voir tout de suite. Et puis, surtout, dans l'exposé 2, on va pouvoir explorer d'autres concepts, quels qu'ils soient. Alors, haut design des avions, stratégie de vol, avions électriques, avions H2 et tout ce qu'on peut imaginer. Alors, quelques définitions. Le coefficient spiral, ou coefficient d'amplification des masses. En fait, lorsque l'on met une petite variation de masse en début de dimensionnement, on s'aperçoit que ça débouche sur un avion sur une variation de masse beaucoup plus forte au niveau de la masse au décollage. Donc, c'est des ailes plus grandes, plus de carburant, plus de puissance, etc. Pratiquement, delta masse au décollage, ou MTOW, est égal à coefficient spiral fois delta M. La question, quelle est la valeur de ce coefficient spiral? Bon, alors, ce delta M, ça peut être, par exemple, en tant que concepteur, on peut faire un avion et on s'aperçoit que c'est un peu plus lourd. Hein. On a, lors des essais, alors ça c'est du vécu. Hein. On casse, en général, quand on fait des essais, on casse tout. Pour ma part, je considère qu'on casse quasiment 95% des choses que l'on peut concevoir en termes d'avion.
Et, et pourtant, moi, j'aime bien la résistance des matériaux, hein, mais pratiquement les ruptures se produisent quasiment tout le temps pour cause dans la phase de non linéaire de la résistance des matériaux, c'est-à-dire le flambage. Alors, les flambages simples, on sait calculer de manière assez robuste, mais par contre, les flambages de structures complexes, ça, le calcul est assez hasardeux. On s'est aperçu que c'était assez loin de la réalité, ce qui explique qu'on casse tout. Donc, quasiment systématiquement à cause de ce problème d'instabilité des matériaux. Alors, heureusement, ce coefficient spirale fonctionne dans les deux sens. Mais en général, quand on est en conception, on a toujours j'ai rarement rencontré de bonnes surprises. On a en général que des mauvaises surprises, hein, donc d'où ces delta M, hein, cette dérive des masses. Mais quand ça fonctionne dans l'autre sens, c'est très bien parce que quand on gagne une masse donnée, en fait, on va gagner beaucoup plus en termes de masse au décollage et en termes de conservation. Donc c'est le versus positif du coefficient spirale. Alors, une autre définition, la qualité massique, est égal à la masse à vide divisée par la masse au décollage. Alors, ça, c'est la page un peu difficile, donc ne cherchez pas à lire ce qui est en filigrane, mais ce modèle de calcul permet de déboucher sur des fonctions particulièrement intéressantes. Par exemple, la masse à vide ou la masse au décollage en fonction de la maxi range, de la distance franchissable. La consommation en fonction de la distance franchissable, il y a petit astérix, c'est toujours, je précise toujours, c'est en fonction de laquelle est conçu l'avion, hein. Donc, l'avion qui va plus loin sera forcément plus haut, etc. La consommation au 100 par siège en fonction de la qualité massique. Ici, le coefficient spirale en fonction du delta M, hein, est-ce que ça varie? On va voir ça tout de suite. Le coefficient spirale en fonction de la distance franchissable et le coefficient spirale en fonction de la qualité massique. Passons à la première fonction, donc consommation en kilos de carburant au 100 par siège en fonction de la distance franchissable, à maxi range en fonction de la maxi range, hein, pour laquelle est conçu l'avion. Donc là, on voit en abscisse, on a la distance franchissable en kilomètres, hein, et en ordonnée, on a la consommation en 100 par siège en kilos de carburant. Et on voit effectivement qu'un avion qui a une maxi range de l'ordre de 6000 km aura une consommation au 100 par siège très inférieure à un avion conçu pour réaliser une plus grande distance. Alors ceci s'explique toujours en masse utile et fuselage constant. Si l'avion ne va pas loin, bah, il aura des ailes et une puissance installée beaucoup plus petite, et l'avion qui va très loin aura des ailes beaucoup plus grandes et des moteurs beaucoup plus gros pour porter la masse de carburant pour aller loin. Alors, la base de toutes ces fonctions que nous allons voir, c'est un gros porteur fictif de 440 sièges, issu grosso modo du Boeing 777-200. Alors ici, nous avons la masse au décollage et la masse à vide en fonction de la distance franchissable pour laquelle est conçu l'avion. Et on voit effectivement que la masse au décollage, elle augmente de manière très très rapide. Et quand les autonomies sont importantes, les masses au décollage sont absolument considérables. Idem pour la masse à vide. Alors maintenant, nous abordons le coefficient spirale en fonction de la distance franchissable. Alors on voit par exemple, alors le point bleu, c'est le 777-200. On voit par exemple, si notre avion est conçu pour faire 4000 km, il aura un coefficient spirale de l'ordre de 2,5. S'il fait 14 000 km, il a un coefficient spirale supérieur à 5. En clair, ça revient à dire que toute dérive des masses se paye très cher si l'avion a beaucoup d'autonomie, mais beaucoup moins cher si l'avion a peu d'autonomie. Maintenant, le coefficient spirale en fonction de la qualité massique à maxi range constante. Donc, on retrouve le point bleu, c'est le 777-200. Et on voit euh, ouais, pour les qualités massiques réduites, le coefficient spirale sera nettement moins élevé que pour les qualités massiques élevées, donc sous-entendu mauvaises. En clair, meilleur on est, moins on sera sanctionné, moins bon on est, plus on sera sanctionné. On peut rajouter en deçà d'une qualité massique, masse à vide sur masse au décollage inférieure, disons à 0,48, on rentre dans la zone pas réaliste, hein. Aucun avion de transport ne va se positionner là-dedans. Alors, il y a quelques bombardiers qui se retrouvent avec des qualités massiques de l'ordre de 0,4,
Mais il n'y a rien dedans, excepté des racks pour mettre des bombes, il y a une partie qui n'est pas pressurisée, etc. Alors un avion comme le Rafale, un avion de combat, a une qualité massique absolument exceptionnelle par rapport aux avions américains, de l'ordre de 0,4, hein, voire un peu moins, ce qui est absolument excellent, ce qui explique ces performances d'emport absolument surprenantes, exceptionnelles. Alors maintenant, ici, nous avons le coefficient spiral en fonction de delta M. Alors là, je fais varier, je rajoute toujours à partir du 777-200 qui est la ligne bleue, je rajoute 5 tonnes, 10 tonnes, 15 tonnes, 20 tonnes, et là, je retranche, etc. Et on voit que je calcule à chaque fois la masse au décollage finale, hein, la M tau, et ce qui me permet d'en déduire le delta masse au décollage. Et logiquement, je trouve tout de suite le coefficient spiral, et on voit que c'est une constante, quel que soit le delta M initial. Alors ici, nous avons la consommation en fonction de la qualité massique à la distance franchissable, donc maxi range constante, donc toujours le point bleu, c'est le 777. On voit que pour les qualités massiques les plus élevées, la consommation au 100 par siège alors, la maxi range constante, je ne l'ai plus en tête, j'ai dû prendre 8000 km, un truc comme ça, ou 10 000 km. On voit que les consommations au 100 par siège sont bien sûr directement impactées par la qualité massique. Alors maintenant, nous abordons le chapitre suivant qui aborde qui développe la capacité du modèle proposé à reconstituer des données manquantes. Alors j'ai cherché un aéronef pour lequel on trouve quasiment pas de données. On ne trouve pas de données. Quel est le rendement propulsif d'un pulsoréacteur? Ben, ça, on ne sait pas. Quel est le rendement propulsif, la consommation spécifique rendement propulsif, la VSO, vitesse minimale de sustentation d'une VA, on ne sait pas. Par contre, on va retrouver des données assez robustes. On trouve des plans 3 vues, donc on aura la surface à l'air, on aura la surface mouillée, en mesurant simplement sur le plan 3 vues qu'on peut trouver sur le net. Alors, faute de données, on va les estimer. Puis on va les affiner à l'aide du modèle de dimensionnement. Alors, pour mémoire, le pulsoréacteur, il y a une chambre de combustion, il y a du mélange qui est allumé et qui va créer une pression, qui va fermer les clapets à l'entrée, qui va créer une poussée, et ceci de manière très rapide. Et donc, je vais essayer de dessiner un peu, représenter à quoi ça peut ressembler quand ça fonctionne. Alors ici, on retrouve le même schéma qu'avant. Alors avant, c'était en vert tout en haut, là, mais maintenant, j'ai caractérisé les données fiables en vert, les données moyennement fiables en orange, et les données pas du tout fiables en début de processus en rouge. La VSO, je ne connais pas du tout. Le rendement propulsif, je ne sais absolument pas quelle valeur ça peut avoir, ainsi que la consommation spécifique du pulso. Ce que je connais assez bien, c'est l'altitude de vol, la distance franchissable, la vitesse de croisière, la masse utile, de mémoire 800 kg d'explosifs, la surface mouillée, tout ça je le retrouve. Et tout ce que je ne sais pas trop, c'est la qualité, mais j'arrive à en faire une idée déjà assez précise, c'est la qualité massique planeur, le CFE, et le coefficient de portance max, en fonction du profil. Alors, le dimensionnement nous donne qualité massique, masse de carburant, etc. Et les données que je ne connais pas, le taux de charge des moteurs, la masse des moteurs, la puissance en croisière et la puissance installée. Mais il y a un petit problème, c'est que je ne sais pas comment positionner le curseur entre la consommation spécifique et le rendement propulsif. En fait, on peut arriver au même résultat avec un rendement propulsif bon et une mauvaise CSP, ou l'inverse, ou 50-50. Donc, on va compléter ce modèle avec un autre modèle de dimensionnement qui va permettre de déterminer aussi, avec des itérations successives, le rendement propulsif. Et on va passer d'un modèle de calcul à l'autre. Et à l'aide de ceci, on pourra positionner le curseur entre le rendement d'hélice enfin le rendement propulsif et la consommation spécifique. Voici les résultats. Le rendement propulsif s'établit à 82%. Alors, je suis très surpris de cette valeur relativement élevée, mais ça s'explique, hein, bon. Et le rendement de la machine pulsoréacteur, lui, par contre, est catastrophique, 3%, soit 10 fois moins qu'un moteur 4 ans de puissance proche. Alors, la question, pourquoi le pulsoréacteur a-t-il un rendement aussi faible? L'explication, après quelques réflexions, saute aux yeux, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de taux de compression. Et le rendement, que ce soit pour une turbomachine ou un moteur à piston, est directement lié à son taux de compression.
Alors, en conclusion, le pulsoréacteur n'est pas une bonne idée pour les avions de transport, mais encore fallait-il le vérifier. Bon, j'imagine mal un Airbus avec un pulsoréacteur, surtout après ceci. Et reste que c'était un propulseur très économique à produire, donc bien adapté à son cahier des charges, mission unique, ça consomme beaucoup, mais c'est pas grave puisque ça va pas loin, etc. Donc c'était probablement un très bon choix, malheureusement à notre détriment. Reproductibilité et robustesse du processus abordé. Alors en parallèle et sans concertation, des groupes d'étudiants ont reconstitué les données manquantes de plusieurs types d'aéronefs. Alors des avions de ligne, des avions légers, le pulsoréacteur. Donc j'ai mis des groupes d'étudiants différents, groupe 1, groupe 2, groupe 3, je crois jusqu'à 5 groupes, et chacun a travaillé à reconstituer les données manquantes sur différents types d'aéronefs, et bien on arrive au même résultat. Ceci donne, c'est un très bon indice de reproductibilité, de robustesse du processus. En conclusion de ce chapitre, la méthode proposée permet de reconstituer très rapidement les données manquantes des aéronefs les plus extrêmes. Cette méthode permet aussi d'analyser l'impact réel des innovations affichées par les constructeurs et les médias. Il y en a beaucoup, avec quelques surprises à la clé. Alors, systématiquement, quand il y a des nouveaux projets qui apparaissent dans la presse, avec les étudiants, on saute dessus, on analyse tout ceci et on regarde ce que ça apporte de manière factuelle. Mais surtout, cette méthode permet d'imaginer des solutions particulièrement économiques pour les avions de transport, telles que nous allons le voir dans la deuxième partie. Alors, digression vers le rendement propulsif. Alors, on va parler de coefficient spiral, non plus basé sur la masse, mais sur le rendement propulsif, quoique les deux ont un lien. Là, je suis en train de travailler dessus. Alors ici, il y a, ce graphique est assez scotchant. On s'aperçoit qu'un paramoteur, les paramoteurs, la paramoteur, c'est une voile de parapente avec un sac à dos avec un moteur ou thermique ou électrique dans le dos du pilote. Les rendements propulsifs installés s'établissent avec une hélice d'1,15 m. Alors aujourd'hui, le diamètre des hélices augmente un peu, donc ça va un peu améliorer le rendement d'hélices installées. S'établissent à, disons, grosso modo 25%. Et là, au stupeur, le rendement propulsif de l'avion des frères Wright, le premier avion qui a volé, s'établit à pas loin de 70%. Alors, cet avion avait une puissance dérisoire, 12 chevaux, donc ça veut dire 6 chevaux par hélice, des hélices de 2,60 m de diamètre, donc une charge à l'air sur hélice extrêmement faible, donc des rendements propulsifs excellentissimes, surtout quand on sait que c'est le premier avion qui a volé, c'est absolument surprenant. Alors ici, j'ai positionné l'IFAN, un DR400 en montée initiale, un DR400 en croisière, et puis l'avion du CMI-ATE, donc c'est l'avion qu'on développe actuellement avec les étudiants. J'en parlerai un peu plus tard. Euh, on voit que c'est une droite, c'est intéressant. Et là, on voit la performance absolue des frères Wright. Quand on n'a pas de moyens, quand on n'a pas de puissance, on est obligé de trouver des solutions. Sinon, cet avion n'aurait pas pu voler, tout simplement. Alors ici, je suis un peu en partenariat avec Christophe Mars, ici présent, qui a développé le projet Dragonfly. Alors, qu'est-ce que c'est que le Dragonfly? Eh bien, Christophe s'est inspiré de l'avion des frères Wright. Il s'est dit, ben, dans le fond, il ne faut pas souffler sur le corps du bonhomme, il faut souffler à l'extérieur pour ne pas dégrader le rendement d'installation, il faut réduire les puissances, augmenter le diamètre. Et il est arrivé, de nouveau, dans des conditions de fonctionnement proches enfin, c'est un paramoteur, mais proche du flyer, il est arrivé à un rendement propulsif installé de 73%. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait le calcul ensemble. Bon, c'est Christophe qui a eu cette idée, c'est Christophe qui a développé cette fantastique machine. Et surtout, Christophe a pu faire des essais. Et par le jeu des essais, on a pu faire ce que j'appelle, j'en parlerai un peu plus loin, l'itération, théorie, application, ajuster les modèles de dimensionnement et voir que finalement ça colle. Donc, au terme des essais, ces 73% sont confirmés, enfin, ont été déterminés par calcul et sont confirmés par les essais. Donc là, on voit l'engin en vol, le Dragonfly avec ses deux hélices qui sont. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la solution Dragonfly, je dirais, inspirée des frères Wright avec un grand sourire, très positif, tout simplement la masse d'énergie embarquée, que ce soit de l'essence ou des batteries, est divisée par 3. Et à ceci, ça se rajoute autre chose. C'est l'impact positif du coefficient spiral du rendement propulsif installé. Alors, qu'est-ce que c'est?
Une nouvelle notion, eh bien tout simplement, si je suis pas bon en termes, je dégrade un peu le rendement initial, il y aura un effet boule de neige, comme le coefficient spiral lié à la masse, qui va se traduire finalement par un RHI final plus élevé, tout simplement parce que j'aurai plus de puissance toujours à diamètre d'hélice constant, j'aurai plus de puissance à faire passer sur mon disque hélice. Et de nouveau, son versus positif. Et c'est ce qu'a joué Christophe. Il a été très bon. Il a réussi à améliorer les RHI. Ça permet de mobiliser moins de puissance. Ça permet de diminuer la masse du GMP, la masse d'énergie, la surface alaire, etc., diminution de la traînée. Ça réduit la charge sur l'hélice. Et ça permet en fait, on gagne deux fois. Et selon la valeur du coefficient spiral. Alors, je suis actuellement, je ne l'ai pas encore déterminé, je suis dessus. Et quand on est bon quelque part, y compris pour la propulsion, ben, on est encore plus récompensé. Et je pense notamment au moteur Safran Rice qui améliore le rendement propulsif. Ce serait intéressant de déterminer le coefficient spiral de ce remarquable moteur. Voiture et bateau. Alors, d'autres modèles de dimensionnement ont été établis afin de pouvoir dimensionner tout type de voiture ou de bateau. Alors, ceci nous permet, par exemple, de déterminer l'impact de l'autonomie des voitures électriques. Et on verra plus loin que la consommation en énergie au 100 km d'une voiture électrique est très lourdement impactée par l'autonomie. On peut se poser la question, d'ailleurs, ce n'est pas une erreur de casting de vouloir donner des grandes autonomies aux voitures électriques quand on voit à quoi on arrive. Et ça nous permet aussi d'imaginer d'autres solutions pour les bateaux et tout ceci, un peu à l'identique des avions. Alors, en conclusion de la première partie, nous avons vu que ces modèles de dimensionnement sont d'une part validés, d'autre part, ces modèles ouvrent la porte à de multiples autres modélisations, et c'est ce que ces études, bien sûr, font l'objet de cours dédiés au profit de nos étudiants. Alors, au-delà des fonctions présentées dans cet exposé, maintenant, on peut vraiment partir dans la définition, dans l'exploration d'autres types d'avions. Donc, la deuxième partie, le sommaire, je passe. Alors, transition énergétique, attente et acceptation. Donc là, on rentre un peu dans une dimension psychologique, voire philosophique. Alors, la phase 1, c'est les déclarations d'intention. Tout le monde est d'accord, ça donne bonne conscience, il n'y a pas de problème. La phase 2, ce qu'il est possible de faire sans changer nos habitudes. On va voir un peu plus loin en quoi consiste changer un peu nos habitudes. Donc, sans changer nos habitudes, on s'aperçoit que ça coûte cher et finalement, ce n'est pas très efficace. Et enfin, en phase 3, en changeant un peu nos habitudes, le potentiel est énorme, c'est accessible et ça coûte vraiment pas cher. Identifier et agir sur les causes de premier ordre pour imaginer les moyens de transport du futur. Donc, on va définir un moyen de transport, finalement, quel qu'il soit, par trois critères de qualité. Qualité aérodynamique, qualité massique, qualité rendement. Alors, l'objectif, c'est de définir, de quantifier finalement les limites de ces trois critères de qualité et puis après de tout faire pour s'en rapprocher au maximum. Avions et vols très long courrier. Alors, retrouver un peu de manière sous-jacente les fonctions qu'on a vues dans la partie 1. La qualité massique en fonction du temps. Donc, en début de vol, un avion de très long courrier, là, vous reconnaissez la 380, qualité massique excellente de 0,48, mais au fil de son allègement, sa qualité massique se dégrade. Et en fin de vol, il aura une qualité massique de 0,81. Alors ça, pour une qualité massique de 0,65, ça laisse augurer des consommations au 100 par chaise qui ne sont pas fantastiques. Maintenant, la problématique des vols long courriers à plein partiel, on va parler de qualité massique mission, donc en orange, on va prendre un avion très long courrier, on va mettre la moitié du carburant, donc sur un avion très long courrier, le carburant peut représenter jusqu'à pas loin de 45% de la masse au décollage, ce qui est quand même considérable, et la qualité massique moyenne s'établit à 0,71. Donc même avec un plein de carburant partiel, avec une qualité massique de 0,71, la consommation au 100 partiel ne va pas être bonne. Je ne parle même pas d'une mission au quart du maxi-rush de l'avion. Donc là, on arrive à une qualité massique moyenne de 0,77. Je ne commenterai pas ce chiffre. Maintenant, on va voir toujours sur notre gros porteur fictif de 440 sièges, 777-200. On va retrouver un avion de ce type-là dimensionné pour 8000 km. Et pas le même avion, mais la même masse utile, le même fuselage, etc., dimensionné pour un peu moins du double, donc 15 000 km.
Et on voit que passer d'une distance franchissable, l'avion est conçu pour réaliser 8 000 km, conçu pour réaliser 15 000 km. Passer d'une distance franchissable de 8 à 15 000 km augmente la consommation au 100 par siège de 62%. Et ceci remet un peu en cause les avions très long courrier, vus comme ceci. Abordons les avions qui n'existent pas, donc toujours à masse utile et fuselage constant. Donc là, je suis parti d'un avion fictif 440 sièges, 777-200, vous l'avez compris, mais conçu cette fois-ci pour réaliser 15 000 km. Et je fais un autre avion conçu pour faire 8 000 km. Alors pourquoi j'ai un peu plus de la moitié? Tout simplement parce que je fais l'hypothèse que cet avion fera une escale ravitaillement. Il fera à peu près, c'est une hypothèse, 1000 km de plus. Donc il fera au total 16 000 km. Mais sur l'ensemble du vol, cet avion qui est conçu pour faire un peu plus de la moitié de l'autonomie, il volera moins vite. Alors il y a un optimal qui se dégage vers 570 km/h. On va augmenter l'allongement. Et pour ne pas dégrader la qualité massique, on va aubaner l'aile, on voit les haubans en rouge ici. Donc ça permet de réduire la traîne induite par la portance. On va aussi optimiser la charge à l'air de l'avion. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de la description de cet avion. On s'aperçoit qu'on arrive à réduire la consommation par rapport à l'avion A en rouge. On va réduire la consommation de 68%. Et les émissions de CO2 passent de 1 tonne 271 à 400 kg pour l'ensemble du vol long courrier, y compris 1000 km de plus. Donc là, on est vraiment dans une logique de transition énergétique. On a fait un avion qui consommait 3 fois moins, plus de 3 fois moins que l'avion de très long courrier qui est en rouge. Alors ici, un autre calcul, on fait un avion fictif conçu pour faire classique 890 km/h, 440 sièges, etc., conçu pour faire 4000 km. Et là, on reprend notre concept d'avion plus lent, grand allongement, haubané, allongement pour ne pas dégrader la qualité massique, haubané pour ne pas dégrader la qualité massique, allongement augmenté pour ne pas être impacté par la traînée induite par la portance, etc. Eh bien, on arrive à diviser par deux la consommation par 100 par siège. Et là, au stupeur, on arrive à une consommation de 0,72 kg au 100 par siège, c'est-à-dire l'équivalent en énergie de la consommation d'un TGV. Alors bien sûr, le TGV, lui, consomme de l'énergie en partie décarbonée. Mais au 0,7 kg au 100 par siège du TGV, il faut aussi rajouter le coût énergétique de réalisation du réseau et de son entretien. Le TGV garde toutefois, donc, comme ça a été dit, l'avantage de consommer de l'énergie en partie décarbonée, et puis aussi de pouvoir faire des liaisons de centre-ville à centre-ville. Mais l'avion, vu comme ça, en court courrier, peut être mis dans la course, peut être complémentaire. Avion de transport régional, alors ça c'est un concept sur lequel on a travaillé. Alors je vais vous montrer une vidéo sur le démonstrateur de cette machine en fin d'exposé. Hybride à moteur non lié. Alors pourquoi? Alors on arrive sur une consommation inférieure par rapport à un avion équivalent de réduction de consommation d'à peu près 60%, au prix d'une réduction de vitesse de 30%. Alors comment fonctionne ce principe hybride? Eh bien, il y a une motorisation thermique et électrique qui ne sont pas liées. Et ceci pour ne pas dégrader le rendement global par le produit des rendements des sous-ensembles de la chaîne de propulsion. Donc, il faut absolument les séparer. Il y a une alimentation de la motorisation électrique, mais limitée à 3 minutes, surtout pas plus, pour ne pas dégrader la masse de l'avion par la masse des batteries. Si on avait 10 minutes de batterie, ben, tout le bénéfice se perdrait. Les hélices électriques sont repliées dès l'arrêt de la propulsion électrique. Enfin, la propulsion thermique, vous l'avez compris, l'avion est moins rapide, il a beaucoup plus d'allongement, il aura moins de puissance installée, mais donc cette hélice électrique la propulsion thermique sera optimisée pour la croisière. Donc c'est une puissance relativement réduite. Et l'intérêt de l'hybridation, dans ce cas, 3 minutes, ça suffit largement, c'est pour grimper à 1500 mètres, c'est tout simplement pour avoir un boost électrique, pour accélérer et grimper, réaliser la montée initiale et puis la première partie de la montée jusqu'à 1500 mètres. Après, les batteries sont vides. Alors, le concept, ça s'avère particulièrement intéressant et vous allez le voir avec les démonstrateurs que je vais vous présenter un peu plus loin. Alors, on pourrait aussi imaginer une solution de brancher directement le moteur électrique sur l'arbre, sur le vilebrequin du moteur thermique. Toutefois, développer un moteur thermique est tellement complexe, tellement coûteux, tellement long et tellement hasardeux qu'on a plutôt intérêt à
prendre un moteur existant. Alors 295 kW, c'est un moteur qui existe. C'est le moteur Lycoming IO 720 de 400 chevaux. Alors, un porteur multimission optimisé pour des missions très différentes, la formule push-pull. Alors, le problème des turbomachines, c'est dès qu'on descend, on réduit un peu le régime, ben, les taux de compression s'effondrent, ça fuit, les compresseurs fuient, haute pression, basse pression, et les rendements se dégradent. Donc, l'idée, c'est d'avoir une machine qui a des capacités de vitesse, de charge embarquée, de masse utile est très différente. Et selon le type de mission, on va pouvoir, plutôt que de faire tourner, ce qui serait totalement contre-productif, les deux moteurs à 50% de leur puissance, eh bien, tout simplement, soit les deux moteurs, selon le type de mission, fonctionnent sur leur point de fonctionnement optimal en termes de rendement, soit on coupe un moteur et l'autre moteur est arrêté, ce qui est suffisant pour d'autres types de missions. Parlons des voitures. La problématique des voitures électriques à grande autonomie. Alors ici, on va retrouver des fonctions qui s'apparentent à celles qu'on a vues pour les avions. Donc, en rouge, en abscisse, vous avez l'autonomie de la voiture, donc 300 km, 500, 800, etc. Et en ordonnée, vous avez la masse, les masses. Alors, en rouge, vous avez la masse totale du véhicule en charge, en vert, la masse des batteries, et en bleu, la masse à vide hors batterie. Et on voit, alors là j'ai pris pour exemple 330 kg de batterie, ça correspond à une Renault Zoé, 380 km d'autonomie. On va doubler l'autonomie, on va passer à 760 km, et la passe de batterie passe de 330 kg à presque une tonne. Et la masse totale de cette voiture fictive est de l'ordre de 3,5 tonnes. Et 3,5 tonnes, c'est le seuil du permis poids lourd. Donc actuellement, alors ça c'est une Zoé, hein, une Zoé grande autonomie qui n'existe pas, vous l'avez compris, heureusement. Et là, vous imaginez les fabricants de voitures premium, bon, je ne vais pas les nommer, actuellement, bah, ils ont découvert ceci, hein. Donc, que font-ils? Ils font actuellement pression sur l'Europe pour tout simplement augmenter le seuil du permis poids lourd de 3,5 tonnes à 4 ou 5 tonnes pour transporter 100 kg de bonhomme tous les matins. Sur le plan de consommation d'énergie, c'est une catastrophe. De plus, qu'en est-il en cas de collision avec un autre véhicule plus léger? Alors, vous imaginez un véhicule de 3,5 tonnes, de 4-5 tonnes qui percute un véhicule d'une tonne, c'est réellement inquiétant. Alors ici, je vais parler quelques instants de voitures routières optimisées, particulièrement économiques autant à l'usage qu'à l'achat, en précisant que c'est des véhicules biplaces, hein, donc, qui correspondent à 95% des usages, hein. Alors ça, c'est aussi un constat, il faut impérativement spécialiser les moyens de transport. La machine qui sait tout faire ne peut pas du tout être optimale, mais dans des facteurs amplificateurs en termes de consommation d'énergie conséquents, énormes, hein, dans 2, 3, 4, 5, etc. Alors, un tel véhicule routier, ce n'est pas une voiture de ville, routier optimisé, donc avec une aérodynamique bien travaillée, la consommation d'énergie est divisée par 5 par rapport à une voiture de type Renault Zoé et par 10 par rapport à une voiture premium, voire par 15 par rapport à une grosse premium. Donc ça veut dire qu'on passe de voiture actuelle électrique le début des premiums, c'est 600 kg de batterie. Là, on fait le même travail avec 60 kg de batterie. Donc, bien sûr, la consommation est directement liée à ces écarts de masse. Et cette consommation est équivalente, voire inférieure à celle des transports en commun. Alors, c'est un petit clin d'œil, l'optimisation aéronautique appliquée aux voitures. Donc là, on est vraiment dans une logique de transition énergétique. Alors, pour les trains, la haute densité minimise la consommation d'énergie par siège. Alors ça, c'est vraiment un coup de maître d'Alstom Group d'avoir réussi à proposer la solution duplex, hein, donc 2 étages, solution qui est, pour des questions techniques, bogies motorisées, etc., pas accessible à l'ICE. Donc là, Alstom Group a vraiment bien joué. Il n'y a pas d'énergie embarquée. Il n'y a pas de traînée induite par la portance, vous vous en doutez bien, ni de traînée de roulement, ou très peu de traînée de roulement, tout simplement parce que le contact, la roue est en acier, le rail est en acier, donc très peu de déformation, donc très peu de déformation de perte d'énergie. Par contre, la traînée parasite On arrive à 9h42, on perd 36 heures. Attention. Pardon. Oui, la traînée parasite est directement, qui est l'essentiel finalement de la cause de consommation d'énergie d'un train à grande vitesse, 90%, voire plus, est directement impactée par la vitesse au carré.
Donc, la vitesse, de nouveau, va coûter très cher en consommation d'énergie. Donc, on rajoute 20% sur la vitesse, 1,2 au carré, le besoin d'énergie va quasiment augmenter de 44%, et on réduit la vitesse de 20%, le besoin d'énergie va diminuer de 36%. Donc, la vitesse, on voit bien aussi ici qu'on peut la remettre en cause. D'ailleurs, on a eu l'occasion lors du colloque d'échanger avec les experts d'Alstom, M. Haddad, M. Roland, et qui disaient que de toute façon, aller plus vite sur le temps de déplacement global n'apporte plus grand-chose. Donc, c'est- la réduction des vitesses est aussi à envisager pour réduire le besoin d'énergie. Alors, des approximations juste pour des résultats très, très rapides. Alors ici, j'ai pris pour exemple, on va retrouver le J90 qu'on va retrouver sur de gros avions de transport, diamètre fan à peu près 3,40 m, rendement propulsif de l'ordre de 0,80. On passe le diamètre du fan à 5 mètres. Le rendement propulsif passe de 80% à 85%. Ça peut être déterminé en 5 minutes. Mais attention aux effets sur l'ensemble du système. Donc, si c'est plus lourd, attention, le coefficient spiral va venir un peu dégrader ce bilan, et le gain escompté sera peut-être largement inférieur au passage de 80 à 85%. Alors, de la même manière, on peut déterminer très rapidement le CFE ou le CX0 d'un TGV et en déduire sa consommation au 100 par siège, le rendement propulsif d'un pulso-réacteur, ça nous l'avons déjà vu très rapidement, ou alors l'efficacité hydrodynamique d'un bateau en déduire sa consommation au 100 par tonne transportée, en sachant que les bateaux ont une efficience énergétique absolument incroyable. Alors, par tonne transportée, en partant d'une base 100 pour les voitures, le camion de 44 tonnes est à 20 fois moins, hein, donc il est à 5, et le bateau est à 50 fois moins. Donc par rapport à transporter une tonne en bateau, mobilise 50 fois moins d'énergie qu'une voiture, et le camion a aussi un écart absolument intéressant en termes de consommation d'énergie par tonne transportée. Alors ils sont corollaires. Un risque majeur, l'enfer de la recherche de précision au stade des avant-projets, ou l'art de mener des projets qui n'aboutiront probablement jamais malgré les dépenses conséquentes. Donc, il faut absolument, ce qu'on essaie d'enseigner auprès de nos étudiants, c'est de réaliser des approximations rapides pour réussir à dégager les voies les plus pertinentes le plus rapidement possible. Alors, construire des chaînes de compétences pour aboutir les projets, notion d'approche système. Alors, l'objectif, ce n'est pas de maîtriser tous les maillons de la chaîne, hein, tâche impossible, mais l'objectif, c'est de s'assurer déjà d'identifier tous les maillons nécessaires, et après de regrouper les compétences nécessaires, tout simplement, pour constituer cette chaîne. Donc, l'objectif est d'avoir une chaîne homogène et pas avoir des maillons surdimensionnés, des maillons qui n'existent pas. Et tout ceci revient finalement à constituer des équipes projets pluridisciplinaires et trouver des modes de gouvernance compétents pour faire fonctionner ces équipes. Tout ceci pour des objectifs communs. Réduire les coûts par la simplification des systèmes pour produire en France. Alors, je parle de coût des produits, coût des investissements, coût des organisations. Alors, pour exemple, ici, un avion industrialisé CS-23 développé par les étudiants, hein, donc c'est un avion sans pilote, se monte en 2 semaines à 2 étudiants. Et du premier coup de crayon, au premier vol, il nous a fallu moins de 6 mois. Ah, ça a été dur, hein, mais ça a été un peu un défi que nous nous sommes fixés. Nous en sommes très, 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 très satisfaits. Alors, je rajoute quand même quelque chose de très important. Très souvent, on dit, ouais, mais simplifier, c'est évident, tout le monde fait simple. Simplifier les systèmes est une démarche qui est très complexe, qui mobilise des méthodes et des processus élaborés. Ce n'est pas juste seulement une déclaration d'intention. C'est véritablement un travail de fond qui nécessite de la créativité, de l'exploration, beaucoup d'approximations justes, etc. L'itération, théorie, application pour progresser. Alors, je fais un peu un clin d'œil aux projets conceptuels qui sont à l'écran très jolis, mais qui ne sont pas des projets aboutis, hein. Donc, on ne va pas retrouver tout ce processus qui est loin d'être anodin. Donc, la phase préparatoire, constituer le groupe projet, rechercher des partenaires externes, budgétiser. Phase 1, cahier des charges, rédiger le cahier des charges, dimensionner l'avion, concevoir, industrialiser, dimensionner l'avion, licence des matériaux aérodynamiques, etc.
concevoir les essais au sol. Les essais au sol, avant de les faire, il faut les concevoir. Et on s'est aperçu que ça prenait presque autant de temps que de concevoir l'avion, voire plus. Organiser la production, assembler l'avion, réaliser les essais au sol, des sous-ensembles. Et là, en général, on casse tout, hein, ces problèmes non linéaires liés à la résistance des matériaux. Donc, il faut reconcevoir, réaliser les essais au sol de l'avion complet. Hein, ça, quand ça marche, on est très content. Alors, juste pour exemple, le fuselage de l'avion HKW, on l'a cassé, détruit 12 fois ou 13 fois lors des essais au sol. L'aile, un peu moins, mais on a tout cassé, pas qu'une fois. Assurer, immatriculer l'avion, rechercher une piste d'essai, réaliser les essais au sol, réaliser les diagnostics en vol et toujours en permanence reconcevoir, reboucler, reboucler, reboucler. Donc, on ne va pas opposer la théorie et l'application, les deux sont fusionnés et on va itérer en permanence entre ces deux volets. Et en parallèle, toujours certifier l'avion et le processus. Alors, la certification est un sujet, bon, je sais qu'on a un expert au sein de notre équipe, David Galzo, est un processus complexe et qui est très pertinent et c'est une véritable bible de bonne conception. Donc, il faut l'avoir sur le coin de la table en permanence. Dès la conception initiale, importance d'industrialiser et de respecter la réglementation aéronautique. Alors, je pense que ce qu'il faut éviter de faire, c'est un pur démonstrateur qui n'est pas industrialisé, on va tester, et après, on va faire l'avion d'avant-série. Il vaut mieux faire l'avion d'avant-série tout de suite parce que ça évite de faire le travail deux fois. Les solutions imaginées pour un démonstrateur n'ont rien à voir avec les solutions imaginées pour un avion série. Donc, avec les étudiants, on ne fait jamais de démonstrateurs, on fait toujours des démonstrateurs d'avant-série. Hein. Donc, c'est toujours le processus d'industrialisation est plus complexe que le processus de conception d'avion en soi. Donc, il faut absolument le prendre en compte, ça évite de faire le travail deux fois. Alors, quelques projets étudiants. Alors, ici, un avion biplace piloté, performant, très économique autour à l'achat cas d'usage. Alors pourquoi très économie? 100% des formes sont développables, donc il n'y a pas de forme 3D, donc ça veut dire pas de matrissage, de moulage, etc. Euh, pour exemple, tout est développable, des ailes au fuselage, etc. La verrière, c'est une simple plaque en polycarbonate plié, ça coûte 30 euros. Si c'est une forme boulée, c'est 1000 euros. Hein, donc, etc. Tout est pensé dans le sens de la réduction des coûts par la simplification des systèmes. Les tubes, il y a deux modèles de tubes, pas plus. Enfin, il y a une recherche systématiquement on cherche absolument à réduire le nombre de références. Chaque fois qu'il y a une référence dans un système, une référence, c'est une conception, c'est un achat, c'est une gestion, c'est une commande. On le fait sous-traiter, on le fait en interne. Après, il faut le réceptionner, il faut le stocker, il faut le gérer, Et bien sûr, chaque référence fait l'objet d'un suivi des versions, de la traçabilité. Et donc, toute l'organisation industrielle ne peut que pousser à simplifier, 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 en rappelant que simplifier, en fait, c'est très, très, très difficile. Les performances de cet avion sont potentiellement très intéressantes. Et on peut imaginer, alors Dominique Simon et Paul Boucher sont ici présents. On peut imaginer, bien sûr, ce type de machine en construction amateur. Alors, à leur intention, cette machine, c'est une aile basse, parce qu'une aile basse permet d'avoir d'un tenant, hein, donc il n'y a pas d'interruption dans la partie centrale, tout est de nouveau pensé dans le sens de réduction des coûts, simplification des systèmes, etc. Et un avion aile basse a nettement meilleure visibilité en virage, etc. C'est plus agréable. Par contre, le petit inconvénient des ailes basses, c'est que si l'avion se retourne au sol, on ne peut pas bien sortir de l'avion. Hein. Si jamais on est coincé, un peu secoué, forcément, on est bien embêté. Et imaginez s'il y a le feu à bord. Et ça, c'est le grand avantage des ailes hautes. Il suffit d'ouvrir la porte et de sortir de l'avion. Donc là, on a essayé de combiner les avantages de l'aile haute. Donc on a fait une espèce de cage très renforcée et qui, lorsque l'avion est retourné au sol, on a quand même une porte, comme un avion aile haute, et on peut l'ouvrir. Donc c'est un des X avantages de cette machine. Alors, des gammes et des extrapolations pour capitaliser l'expérience.
Alors l'idée, c'est de se dire, c'est pas la peine de réinventer, tout réinventer chaque année. On a fait quelque chose, on a passé beaucoup de temps à le formaliser pour que d'autres équipes puissent le prendre en main. Et on va extrapoler. Donc actuellement, de l'avion biplace, on en dérive un avion cargo, alors une version 600 kg, une version 800 kg. On fait une préétude d'un avion cargo lourd, entre guillemets, de 2 tonnes, et pourquoi pas une variante telle haute. Alors, c'est une demande qui nous a été faite de faire une telle préétude, mais toujours avec les mêmes technologies, les mêmes. Voilà. Alors, voici un petit synoptique des projets réalisés par les étudiants dans le cadre des formations. Alors, dans le cadre de ces formations, on fait énormément de cours délivrés au fil des besoins des projets. Donc, on ne sépare plus la matière académique et la matière application, on réunit les deux. Et ça me semble très formateur pour les étudiants qui finalement apprennent des éléments théoriques, ils sont des matériaux aérodynamiques, que sais-je, aux propulsions lorsqu'ils en ont besoin. Donc, alors c'est assez énergivore en termes d'enseignement, mais ça impacte pas mal ce plan pédagogique. Alors aujourd'hui, nous en sommes à l'avion 5, qui est l'avion 4 vole très bien, l'avion 5 n'a pas encore volé, il va voler dans les mois qui viennent. Alors je précise que ces avions sont sans pilote, hein, mais ils sont quand même déjà assez conséquents. Celui-ci fait 5 mètres d'envergure, respecte les points clés de la réglementation aéronautique CS23. Les cellules sont en aluminium, excepté l'avion 5 dont la voilure est en composite. On a voulu augmenter l'allongement, on a voulu tester le composite. Ces avions sont industrialisés, hein, donc même si on ne va pas les produire en série, à des fins pédagogiques, on raisonne comme si on en faisait 1000, 10 000 derrière. Hein, sinon, ça n'a pas du tout le même, la réflexion n'a pas du tout le même impact pour les étudiants. Avec Jean-Pierre Chamblin ici présent et la FFA, Fédération française aéronautique, nous travaillons sur les avions H2. Donc on a imaginé, Jean-Pierre était une contribution, plus qu'une contribution, était un élément moteur de ce projet. Et donc, différentes solutions ont été explorées, différents modes de stockage, hydrogène à 350 bars, hydrogène à 700 bars, de l'hydrogène à l'état liquide, les différents modes de transformation de l'hydrogène en mouvement, donc par pile à combustible, en brûlant directement l'hydrogène dans une turbomachine ou dans un moteur 4 temps. Alors, ici, en haut, on a un drone électrosolaire stratosphérique. Alors, sur le papier, il pourrait monter à 25-30 000 mètres. Alors, il faut que ce soit très léger. Alors, la machine fait 4,60 m d'envergure pour moins de 3 kg, cellules photovoltaïques comprises. Et c'est la seule solution pour grimper si haut. Hein. Des batteries, alors on a fait le calcul, on ne peut pas dépasser 5 ou 6 000 mètres. On a tout essayé, c'est impossible. Donc la seule solution, c'est d'avoir un aéronef 100% électrique. Mais ça veut dire une masse dérisoire et un allongement de. Alors, l'allongement de cette machine est de maintien. Donc 4,60 m d'envergure, moins de 3 kg. Si on a un allongement limité à 15, l'avion ne dépassera pas 15 000 mètres de mémoire. Travailler aussi sur tout ce qui est autopilote, communication. Donc là, j'ai vu que Claude Goutte était présent, et ça nous aide un peu, même plus que ça, à ce sujet-là. On travaille sur les missions embarquées, détection de feux de forêt, analyse des gaz, analyse des cultures, surveillance maritime, l'avion biplace qu'on a déjà vu, le concept d'avion de transport régional qu'on a déjà vu, avion 7, et on a d'autres projets dans nos cartons, y compris du côté terrestre. Alors, en conclusion, de la deuxième partie, donc la transition énergétique, déclaration d'intention, ça ne sert pas à grand-chose. La phase 2, ça coûte très cher et ce n'est pas très efficace. En changeant un peu nos habitudes, ça veut dire pour les voitures, plus léger, 2 places, etc. Pour les avions, c'est des avions un peu plus lents et peut-être pour les vols long courriers, une escale ravitaillement à mi-parcours, type 7 ou 8 km. On s'aperçoit que c'est très peu coûteux et très efficace. Donc les résultats sont spectaculaires. Réaliser des approximations justes pour des résultats rapides, il ne s'agit pas de refaire la ligne Maginot, mais plutôt d'être dans une logique de guerre éclair. Construire des chaînes de compétences pour aboutir les projets.
L'importance de réduire les coûts par la simplification des systèmes pour produire en France tout en étant compétitif comparé aux pays à bas coût. L'importance de réaliser des itérations théorie, application pour progresser et apprendre et construire des gammes et des extrapolations pour capitaliser l'expérience et pour finalement mener des projets multiples sans y passer sa vie. Donc voici un peu ce qu'on peut imaginer en termes d'avions, de transition énergétique. Je dirais que c'est un sujet sur lequel il serait intéressant de communiquer. Et puis peut-être, je trouve finalement, c'est bien rassurant de voir qu'il y a des solutions robustes à technologie connue. Il n'y a pas grand-chose à inventer. Et c'est somme toute bien rassurant. Et peut-être que si nous sommes un jour au pied du mur énergétique ou climatique, ben on aura peut-être des portes de sortie très réalistes telles que l'on vient de voir. Alors, je crois que j'ai fini. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et je vais vous passer une petite vidéo. Alors, je vous ferai quelques commentaires. Alors, ça, c'est les projets qui sont étalés à peu près sur 4 ans, enfin sur 3 ans et demi. Donc ça, vous avez déjà vu. Donc ça, c'est l'avion 1. C'était un bipoutre. Alors le bipoutre, on en est revenu. Aujourd'hui, je ne ferai plus un bipoutre. Il y a un tas de raisons à ça. Le drone solaire stratosphérique ou de récupération d'équipements sous balance-ondes. Alors ces avions respectent les points clés de la CS-23. Ça, c'est l'avion 4 hybride à moteur non lié jusqu'à 10 kg, etc. Cette machine marche très bien, avec un martinet en bas, juste en dessous sur la photo. Ça, c'est l'avion 5. Alors, la durée de vol de l'ordre de 30 heures selon la charge. Donc, ça, c'est l'aile composite. Là, en vol et la récupération de données partie. Là, on a l'aide d'un partenaire externe, Jean-Marc Berger, l'efficacité diabolique. Alors, des technos aéronautiques, on a le premier vol de l'avion 3. Pas étanché. La partie mobile, ça a été résolu. Premier atterrissage, un peu brutal. Alors pour les guides en haut, on installe un abricot. Alors l'aile des avions qu'on a vu voler sont sécurisés avec des générateurs de tourbillons dans la zone des ailerons. Le choix du profil, tout a été défini pour avoir une machine intrinsèque. Ça c'est le démonstrateur. Alors une des difficultés, c'était de s'assurer qu'on n'ait pas de défaut de comportement aérodynamique hors des formations. Son premier atterrissage. Donc on voit bien les deux propulsions totalement séparées. Le boost électrique qui permet d'accélérer très fort et de grimper raide. Et après on passe au thermique. Là on voit que ça accélère.
bien ce sont des constructions quand même robustes. Et là, c'est l'avion 5 qui Et hop, qui est quasiment alors prêt à voler. c'est bon. On pourrait faire la pause ici. On appuie. Donc essai à la fin véhicule. Alors, l'atelier, il s'agit de la société Rythmation, notre partenaire pour la réalisation de nos avions, Claude Walter. C'est absolument fantastique dans le cadre de la réalisation de ce projet. Et tout ce qui est piste et près du hangar, piste d'essai, tout ceci nous est prêté par la société Junkers Profli France, Jacques Brinkley, qui est d'une aide et de conseils absolument remarquables. Voilà, donc maintenant, mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Quelles sont vos questions? Bien, merci beaucoup, Michel, pour cette superbe présentation avec toutes ces idées et tous ces résultats. Donc, ce que je vous propose, tu avais quelques questions, toi, de ton côté, à poser aux participants. Je ne sais pas si tu veux commencer par ça ou si on commence par les questions, c'est comme tu veux. Ah ben, je suggère que l'on commence par les questions. Ça marche. Ça va me donner des idées. Voilà. Donc, il y avait David Gazlot. Bon, on n'est pas trop nombreux. Ce que je vous propose, en fait, c'est de vous donner la parole successivement. Donc, il y avait David qui avait un certain nombre de questions à poser. Bah, David, je te laisse la parole pour t'exprimer. Oui, merci Patrick. Bon, ma question pour Michel était, est-ce qu'il a, ou est-ce que quelqu'un a quantifié l'impact sur le temps de trajet total, par exemple sur un Paris-New York qu'on fait aujourd'hui en direct et qu'on pourrait faire, comme il l'a expliqué, avec une escale et en Islande peut-être par exemple, et une vitesse de croisière réduite. Donc combien on perd d'heures, point à point, et combien on gagne de CO2 en fait avec ce genre de mécanique, histoire de quantifier un peu le changer nos habitudes. Ouais. Alors, bon, à Paris-New York, ça reste dans les 8000 km. Hein, il n'y a pas besoin d'escale de ravitaillement avec un avion optimisé. Alors, ce qu'il faut comparer, c'est l'avion très long courrier qui fera un vol avec un plein partiel et un avion optimisé plus lent, temps de vol de 2 heures de plus, disons, ou de 3 heures de plus. L'écart ne sera pas de 1 à 3. Mais, alors, il faudrait faire le calcul, hein, mais ça reste quand même un écart considérable. Alors j'ai pris volontairement un Paris-New York et pas un Paris-Singapour ou un Sydney-New Oui. York, parce qu'il y a beaucoup plus de volume sur ces trajets-là que sur les très très longs courriers. Ouais. Alors, les vols de plus de 8000 km, source Jean-Pierre Chamblin, sont quand même exceptionnels. Hein. Mais je ferai le Merci. calcul. Oui, je confirme. Mais oui, oui, je me rappelle de ton cours là-dessus. Voilà. Je pense que c'est environ 4% du trafic aérien, les très longs courriers. Oui, quelque chose comme ça. Les très très longs courriers, comme avec plus de, enfin avec 15 heures de vol, c'est quand même extrêmement rare. Ouais, en calcul de comptable, un avion optimisé représentera par rapport à un avion actuel, c'est quand même gros. En ordre de grandeur, c'est quand même 2 fois moins de consommation sur l'ensemble du vol. Plus de 2 fois moins. Hein, donc, l'écart ne sera pas de 1 à 3, sera de l'ordre de 1 à 2, voire un peu plus. Quoi. D'autres questions? Non, David, tu veux continuer ou pas? Non? Pas d'autres questions, David? Pas pour l'instant, je vais laisser la parole aux autres. Il y a Fabrice Claudel qui a posé une question. Fabrice, il faut que tu allumes ton micro. Ton micro fonctionne. Voilà, c'est bon. Oui, ouais, ça fonctionne. Ouais.
Non, j'avais pas de questions. Je prendrai contact avec Christophe Mars là au sujet de sa propulsion avec ses deux rotors parce que j'avais eu la même idée sur un projet de motoplaneur hydrogène il y a 2, 3 ans. Et après, ouais, après je regarde je penche un petit peu aussi sur les temps le temps qu'on perd sur le fait de descendre vers un aérodrome en route, faire une procédure, se poser, ravitailler, taxier, repartir, etc. Je dois avoir quelques octaves d'Air France qui traînent dans un coin et sur lesquels il y a les données. Voilà. Ok, merci Fabrice. Donc ça peut être intéressant effectivement pour Michel ces données-là. Tout à fait, oui. Il n'y a pas Ah, d'autres. là, si vous voulez, juste en 3 secondes, sur un coin de genou, le temps perdu sur la descente, la montée, une descente, c'est à peu près 100 nautiques, une montée, c'est à peu près 100 nautiques, qui vont se faire à une vitesse de 5 nautiques minutes au lieu de 8 nautiques minutes. Donc, ça fait quelques minutes de perdu sur la montée et la descente, plus la procédure plus de roulage, voilà, de roulage, on n'a jamais vu un roulage se faire en moins de 10 minutes, enfin disons 10-15 minutes donc de roulage, donc voilà ce qu'on perd sur une montée descente et de roulage quoi. Hmm. Tu arrives à un total de combien? Faut faire le calcul de 200 nautiques qui vont se faire à 200 nautiques qui vont se faire à 5 nautiques minutes au lieu de 8 nautiques minutes, ça fait une différence de 3 nautiques minutes sur 200 nautiques. Voilà, ça va faire une dizaine de minutes, même pas. C'est noté. Bon, de toute façon, la surconsommation liée à la montée, on accumule aussi de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique qu'on va Oui, récupérer pendant la descente, hein. oui, oui, sur l'énergie, ça change rien, très peu. Donc c'est pas énorme. Il y aura beaucoup plus il y aura beaucoup plus de pertes avec la réduction de vitesse. Enfin, Michel l'a expliqué, hein, il va falloir faire des avions qui volent moins vite, et c'est surtout là qu'on va perdre du temps. Tout à fait, absolument. Alors, il y a pas d'autres, il y a pas d'autres questions, Michel. Il y a il y a des félicitations, bien évidemment, hein, pour ta conférence, là, en particulier la dernière, là, de Philippe Marcangeli. Et je te propose Moi, de j'ai une rebondir remarque. car, oui, il y a Gérard, Oui, oui, Gérard, oui, il y a une question. oh, Vas-y, Gérard. oui, je voulais d'abord féliciter Michel. La semaine dernière, j'ai été à Toulouse visiter sur l'aéroport de Francazal une petite société qui s'appelle Aura Aéro. Oui, oui, bien sûr. Et quand on rentre dans l'usine, en fait, on voit de splendides avions en bois qui sont rectangulaires avec je dirais, qui sont rectangulaires et pas ronds, etc. C'est exactement ce que tu proposes. Et là, ce que l'on voit dans le hangar, bah, c'est qu'il y a toute une série d'avions en construction qui construisent de ça de façon assez remarquable avec des bâtis en plastique. Ils ont juste des planches qu'ils incurvent, ils les mouillent, là, ils les incurvent selon le morceau de plastique. Et puis après, tu as des gars et des filles, parce qu'il y a beaucoup de filles dans l'équipe, qui en fait collent des petits tasseaux avec des serre-joints, etc. Ils en font le maximum dans la journée, ils laissent sécher la nuit et c'est reparti le lendemain. Et là, il y a toute une série d'avions, je dirais, qui est en route. C'est absolument extraordinaire, hein. Alors, Donc c'est leur très premier objectif, c'est de faire des petits. En fait, c'est des avions pour la voltige. C'est un peu leur idée de base. Donc actuellement, ils en ont fait deux avec des moteurs thermiques. Ça, c'est pour qualifier l'avion. Ils en ont fait un troisième déjà qui ose remplacer le moteur thermique par un moteur électrique. Là, ça leur donne suffisamment de temps en fait pour faire un vol d'acrobatie. Et ils en regardent, mais ça, alors je dirais c'est un peu plus sur le futur, ils regardent un avion de transport de 19 places avec de l'hydrogène. Mais les petits avions, là, les biplaces, etc., c'est absolument splendide, c'est exactement ce que tu es en train de faire. ouais. Eh ben, ouais, ce serait intéressant, effectivement, si j'ai l'occasion de rencontrer cette société. Alors, pour information, avec un grand sourire, je me suis un peu entraîné avec les étudiants à faire des structures ultra simples en bois. Et alors, on voulait pas on voulait tester finalement les bons matériaux, les bonnes colles, les bons modes d'assemblage, qui est tout un processus.
Et en fait, on s'est pas embêté, on s'est amusé à faire un joli kayak en bois. Mm. Tant qu'à s'embêter sur de la simulation, autant faire un truc qui nous permettra de nous amuser. Alors, pour la petite histoire, cette machine, enfin ce kayak en bois, se réalise en une journée. De nouveau, cet esprit de simplification à outrance. Et alors, on l'a certifié comme un avion, on a laissé tremper les éprouvettes de bois dans de l'eau pendant 15 jours, etc., y compris pour l'école. Et il est finalement 2 fois plus léger qu'un kayak en polypropylène. Donc c'est un kayak qui fait 12 kilos. Ça se porte comme une boîte en carton et c'est d'une robustesse infernale, quoi. C'est un gros kayak de voyage en plus, Ouais. hein. Donc, je ne vais pas vous montrer la vidéo du kayak, sinon on va pas réussir à s'arrêter. Et pour la Mais c'est petite, pour faire des fuselages en bois aussi. ouais. Pour la Au petite moins, vous le histoire, saurez. le chef d'atelier qui colle là, avec toute son Pardon? équipe, pour la petite histoire, le chef d'atelier qui colle actuellement là, ces morceaux d'avion, Ouais. en fait, il est de métier, il est menuisier, il a fait l'école boule. Après, il a posé pendant 20 ans des cuisines et maintenant, il colle des avions. Ah bah, Et il est super, le gars, hein. C'est impressionnant ce qu'il fait. Il y a Ça bah, ça. rappelle les avions de, ça rappelle les avions de 14-18 qui étaient faits par les menuisiers de meublement du Faubourg Saint-Antoine. Ouais. il y a aussi eu le Mosquitos et d'autres avions absolument du bois moulé, c'est plus compliqué, quoi. Mais je trouve que cette idée de ne pas faire de développable, ça permet de réduire les prix, les coûts de manière absolument stupéfiante, quoi, hein. Et ça, on a la chance d'avoir un partenaire industriel qui quelque part, nous apprend le métier. Et puis aujourd'hui, comme dans les écoles d'ingénieurs, les étudiants sont plus tellement à l'atelier. Donc, quand ils ont la chance de se faire accueillir par des industriels comme ça, qui sont très ouverts, très accueillants, très bienveillants, et dans lequel le personnel de production, qui est très intelligent, hein, même s'ils sont en bleu de travail, hein, je dis tout le temps à mes élèves ingénieurs, c'est eux qui vont tout vous apprendre, hein. Donc, rencontrer des gens comme ça, c'est absolument génial, quoi, pour la transmission du savoir. Il y a Philippe Marcangeli là, qui fait une remarque là. Je te laisse la parole, Philippe. Oui, monsieur, oui, bonjour. Euh, oui, la techno du bois, c'est quelque chose qui était le cœur de métier d'Avion Mudry, des avions de voltige Avion Mudry. Tout à fait. Et Aura Aero est reparti de cette base-là. Ils se sont déplacés donc de Bernay à Toulouse, là, comme vous l'avez cité. Et je dirais les avions, les tout premiers avions que Aura est en train de sortir ont été calculés par un homme que nous connaissons bien. Enfin, Patrick, tu as dû le rencontrer à Orléans, qui Oui. s'appelait Jean-Marie Clinquat, qui, le pauvre homme, est décédé prématurément de maladie. Mais c'est lui qui avait couché sur le papier ces solutions et qui avait, à l'époque où il y avait un bureau d'études d'Avion Mudry qui était à Orléans, déporté à Orléans, qui avait euh, passé, passé la chose au carbone, qui avait passé les éléments au carbone, euh, bon, avec un succès que l'on connaît, puisque ils étaient passés champions du monde de voltige, quoi. Donc voilà, quoi. Et alors les menuisiers qui sont chez Aura Aéro, ils en ont recruté des nouveaux, mais je dirais une partie du savoir-faire a été transformée de la menuiserie qui était à Bernay jusqu'à Toulouse. Et le patron d'Aura Aéro a gardé le bâtiment et ils ont tout revendu, mais enfin, ils ont gardé le bâtiment et puis un ou deux menuisiers qui travaillent quand même à Bernay pour eux. Merci. Merci, Ouais. Philippe. Et une petite remarque, alors pour ma part, moi je préfère pour des questions de facilité, je préfère travailler l'aluminium, hein. C'est beaucoup plus facile à travailler et moins coûteux à travailler.
Si on a fait un fuselage, si on travaille sur un fuselage bois, c'est associé à l'aile composite, c'est pour avoir une machine qui est faiblement détectable au radar, hein. Donc, mais autrement, si je devais faire un avion, comme l'avion biplace ou le transport régional, je privilégierais mais de loin le métal, hein, l'aluminium. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et les avions, ce que fait Aura Aéro pour les avions de transport régional, enfin les avant-projets, sont en aluminium. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur. Il y avait une autre question aussi de Philippe qui posait, il voulait savoir combien il y avait d'élèves dans le master. Alors, nos promotions actuellement, nous avons des promotions de 24 étudiants. On recrute à 24 étudiants. Mais bon, euh, on a toujours un peu de difficulté parce que c'est quand même une filière assez sélective, hein. Donc, l'année dernière, on avait 1400 demandes. Oh là, Obligé de sélectionner assez. Et puis finalement, le principe du cursus master ingénierie, les étudiants ont un cursus de base, licence master. Et on rajoute le cursus master ingénierie là-dessus qui leur donne finalement un double diplôme, hein, le cursus licence master classique et le diplôme d'ingénieur en plus. Par contre, c'est assez prenant pour les étudiants. Donc les étudiants ont beaucoup d'heures de cours et on a quand même un peu de perte au fil du temps. Par contre, on accueille des étudiants de l'extérieur plus tard, en licence 2, voire en licence 3. On a accueilli même un étudiant en Master 1, mais qui venait d'un autre cursus Master Ingénierie, qui était déjà un peu formaté, une étudiante, quoi, ici. En tout cas, on a vu lors de la journée du 18 janvier que tous ces étudiants étaient très très motivés. Oui, C'est bien, hein. ouais. Y a-t-il d'autres questions? Il nous reste encore pas tout à fait 10 minutes, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main. alors, je posais cette question du nombre de places pour ma documentation personnelle d'une part, mais aussi parce que la fille du directeur précédent de Polytech Orléans est actuellement au Prytanée en classe prépa et cherchait une autre orientation parce que elle sature un peu au Prytanée. Elle voulait, enfin, et alors j'ai eu cette idée-là parce qu'elle est passionnée par l'aéronautique et comme dit son père, elle n'a jamais joué avec des poupées, mais elle a joué avec des avions. Donc voilà une des raisons pour lesquelles je posais cette question. Elle met des Merci. poupées dans ses avions. Mais elle est en quelle année actuellement? Elle est en prépa au Prytanée à la Flèche. Elle est au Prytanée militaire à la Flèche. D'accord, elle est en deuxième année? En première année, mais Ah, elle passera pas en deuxième année. Elle sera. elle peut candidater, oui, chez nous, pas de problème. Ouais, ouais, ouais. Qu'elle me contacte, qu'elle m'envoie un mail. Et je lui expliquerai comment candidater, de se mettre dans les. C'est Parcoursup, hein, c'est classique, hein. Ouais, mais ça va être fermé par Parcoursup là maintenant. Ouais, alors, ouais, bon. C'est ce qui est. Nous, ce qu'on recherche, au-delà des compétences, bon, les étudiants qui sont assez dégourdis en maths quand même, et on aime bien parmi les critères de sélection les étudiants qui ont déjà une expérience, qui ont déjà fait des choses, un aéromodéliste par exemple, toujours intéressant, où il a déjà touché, quoi, Ouais. etc. Et il est clair que la passion pour l'aéronautique, c'est un critère qui est toujours intéressant pour nous, quoi. Il y avait Christophe Marx là qui souhaiterait transmettre une information. Là, je te laisse la parole, Christophe. Christophe, tu nous entends, Christophe? Ouais, ouais, ouais. Allô, bonjour, Oui, bonsoir. oui, on te Vous reçoit là. Vas-y, m'entendez? c'est Ok, bon. super. Vas-y. Voilà, c'était juste une petite info par rapport donc à Dragonfly, au projet Dragonfly. Donc, on devrait être avec deux ou trois machines sur le meeting de la Ferté-Alais le week-end du 18 et 19 mai 2024. Donc, ceux qui sont dans la région, qui sont passionnés par les anciens avions, puisque c'est axé aviation historique.
Donc c'est un meeting quand même qui est assez réputé de ce que je sais. Et voilà, donc on ira avec, j'espère, la possibilité de faire un vol de démo. Très Pour bien, les- merci pour l'info. voilà. Ce que je trouve fantastique dans ce projet, c'est la réflexion qui t'a amené à relier l'efficience absolue des Fahrenheit avec quelque chose de très moderne. C'est très humble et très respectueux vis-à-vis des gens du passé. Et on ne peut pas prétendre innover si on ne connaît pas le passé, hein. Donc là, c'est vraiment un truc fantastique que tu as fait, hein. Et passer d'un rendement propulsif de, allez, on va dire 25% à 75%, chapeau bas. C'était la condition sine qua non, si on veut, pour obtenir une machine électrique qui était handicapée encore par le poids des batteries, hein, puisqu'on a quand même un rapport tout rendement confondu de l'ordre de 10 par rapport au carburant liquide. Donc au niveau de la densité massique. Et donc pour obtenir une machine propulsive, une machine concurrentielle au niveau des performances, il fallait travailler sur une meilleure configuration. Ouais, et puis Voilà la démarche, quoi. ton projet, en plus, nous donne Et l'occasion. après, j'ai eu quand même un bon mentor, hein, puisque Michel est une des premières personnes au monde auquel j'ai parlé du projet. Et donc, il m'avait pas mal aiguillé sur l'étude théorique préliminaire. Et voilà, donc là, on a vraiment des résultats assez exceptionnels par rapport pour chiffrer, hein, par rapport à un monomoteur électrique, donc en mode paramoteur, en palier, un Dragonfly va consommer 2 fois moins pour maintenir le palier, ce qui confirme l'amélioration du rendement propulsif et global de la machine. Merci Voilà, Christophe. Merci Christophe. merci pour la parole. Je vois qu'il y a Michel de Saulty là, qui est le président de la commission propulsion de la 3F. Est-ce que Michel, tu veux rajouter quelque chose? Tu as une remarque à faire? Tu as des Bon. commentaires? Bonjour, bonjour à tous. Non, la présentation a paru très claire, oui. Bon. Et on savait au niveau des motoristes qu'en réduisant la d'action d'avion, on gagnait énormément en consommation, mais seulement les compagnies aériennes ne veulent pas d'avions spécialisés, quoi. Ils veulent des avions qui puissent couvrir une large gamme d'utilisation, d'où effectivement des avions qui sont pas optimisés pour les courtes distances, quoi. Hmm. C'est clair. Bien, y a-t-il d'autres questions? Non, bah écoutez, on va terminer. On te remercie grandement, Michel, vraiment super hein, cette présentation. Je savais, on en avait discuté avec Gérard, mais c'était certain que ça allait intéresser plein de gens. Merci Un beaucoup. grand merci à toi.